Yes, bien le bonjour, investisseurs ingénieurs, amis des technologies modernes et surtout de la blockchain. Très heureux de partager ce petit moment avec vous, même en différé. C'est toujours ce transfert, cette transmission de passion, d'énergie, de savoir, de connaissances, d'analyse. Et puis, il se passe quand même pas mal de choses aussi encore en ce moment. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de voir plusieurs projets, plusieurs thématiques. Évidemment, les faits marquants de la semaine en cours, hein, la semaine précédente et de celle qui va arriver, avec une date clé, c'est le 21 septembre, la réunion de la Fed, hein, qui va donc dicter un petit peu cette rentrée, hein, ce dernier trimestre. On vous dira en quoi c'est fatidique aussi, parce qu'on est que sur des supports clés, sur tous les actifs qui nous intéressent. Le SP500, le Bitcoin, l'Ethereum, à l'inverse, par analogie inversée, la hausse du dollar, où on en est, les taux d'intérêt, les obligations. Voilà. Et là, techniquement, il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et puis, la moindre nouvelle, notamment de la Fed, va déclencher ou pas un séisme. Hein, appelons-le ici. On en fera évidemment une force. Hein, c'est notre rôle d'être investisseur-ingénieur. Mais voilà, ce qu'on va avoir, je vais voir avec vous, c'est donc une petite analyse globale macro, une analyse technique sur nos actifs préférés. Et puis, quel est l'effet marquant de la semaine dernière? Pourquoi je mets ce t-shirt à dessin? De merge. De merge, et on va voir en quoi cette migration, cette fusion est très importante. Alors, elle crée la polémique. Il y a même des haters qui sont contre cette migration en proof of stake. Mais on verra en quoi nous, d'un point de vue de l'actif pur de l'Ether, puisque la valeur d'un actif, comme on le sait, dépend de sa rareté, en quoi cette migration est juste stratosphérique. Donc, je verrai quelques éléments avec vous. Et je vous parlerai aussi de façon beaucoup plus succincte, je vous parlerai également de Atom. Atom, parce qu'on va on va voir aussi d'un point de vue graphique, il a une structure qui est tout simplement magnifique en données hebdomadaires, mais même en données journalières, où c'est un des rares actifs qui est vraiment à la hausse. Hein, son cours, on verra que c'est Michimoku notamment, et on essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Sur quoi repose ce projet-là, qui travaille toujours dans l'ombre, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui travaille dur. Lui, il ne se soucie pas de la valeur de son token, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut lui reprocher par moment, mais ça travaille dans l'ombre, roadmap. Vous verrez la roadmap, je la montrerai. Il va se passer, et puis c'est un projet qui est évidemment indispensable au fonctionnement de la blockchain. Voilà un petit peu les principales thématiques du jour. Je vais partager mon écran, et puis c'est parti. Ok, allez, je vais couper ma petite vidéo aussi, qu'on puisse voir le plein écran. Allez, c'est parti. Allez, on va se mettre ici. Alors, déjà, c'est ce que je vous disais. Hop, premier élément à surveiller de très très près. Ici. Alors, on y va. Alors, de merge, c'était effectivement au niveau fondamental, au niveau endogène crypto, qui était l'élément extrêmement attendu de la semaine dernière, du jeudi 15 septembre. Et on a pu le voir aussi que cette semaine, le marché crypto a démontré qu'il était surtout sous l'influence d'éléments global macro, puisque cette semaine, il y a une baisse assez sensible, notamment par rapport aux chiffres d'inflation aux US mardi, qui a généré des grosses bougies rouges sur tous les actifs à risque. Et évidemment, quand c'est la baisse du marché crypto, ben, c'est la hausse du dollar, c'est la baisse des indices, c'est les nouveaux records pluriannuels des taux à court terme que je vais vous montrer aussi. C'est tout ça qu'on a eu un petit peu cette semaine. Et la vraie question en fait, qu'on peut se poser en parallèle de merge qui arrive en même temps que ces chiffres d'inflation et la Fed qui va nous donner encore une hausse de taux, soit 3 hausses, soit 4 hausses d'un coup. Et c'est ce qu'il va falloir. Le consensus, c'est 3 hausses, mais il y a aussi certains analystes et économistes qui pensent qu'on en aura 4 d'un coup. Si on en a 4, ça va faire trembler les marchés. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. Et comme on est sur des supports techniques et des supports clés, il peut se passer beaucoup de choses par rapport à cette nouvelle-là. Voilà, donc la vraie question à se poser, justement, c'est que est-ce que la crypto est capable, en fait, c'est la question que moi je me pose actuellement, puisque là on est au bord du gouffre, hein, techniquement parlant, est-ce que la crypto est capable, via des éléments endogènes, donc nécessairement liés, inhérents à sa technologie, donc justement typiquement un événement comme de merge, est-ce qu'elle est capable de se rendre étanche à l'aspect global macro?
Alors jusqu'à présent, on voit que non, parce que même avec The Merge jeudi, ça n'a pas fait rebondir pour autant le marché crypto. Pour l'instant, il s'est montré globalement résilient, car malgré tout, il s'est stabilisé le marché crypto, mais il ne peut pas faire fi des taux d'intérêt qui pourraient encore doubler, ni d'un dollar US qui pourrait prendre encore 10%. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein, on va voir si ça peut produire, si c'est des événements comme Merge peut produire quand même une impulsion, une étincelle sur le marché crypto. C'est ce que seront, ou alors est-ce qu'on sera toujours interdépendant sur la tendance crypto qui sera liée à des événements cross assets, c'est-à-dire par analogie sur d'autres actifs. Si c'est le cas, il faudra être patient jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est-à-dire que là, la confiance générale vis-à-vis du risque et les perspectives de taux d'intérêt, le régime de l'inflation, des matières premières, les événements géopolitiques, ben, si tel est le cas sur la crypto, si demain, il ne suffit pas à se décorréler un peu de tout ça, il faudra patienter évidemment encore un bon petit moment et voir aussi si ça se passe moins bien aussi avec l'annonce de la Fed le 21 septembre, voir à quoi on peut s'attendre aussi par rapport à ça. Donc, après avoir eu un éventuel retour haussier, moi j'ai cru à un retour haussier avant cette chute de mardi. La semaine dernière, en tout cas, il y avait un joli rebond sur les cryptos. On va le voir dans un instant techniquement. Ben, ce crochet, cette hypercute qu'on a pris les publications US de mardi, ben, restons prudents parce que voilà, il y a la réunion de la Fed qui arrive le 21, alors, qui est ici, je vais vous la montrer. Alors, on va rafraîchir la page. Vous voyez, il y a même le décompte. Hein. Dans 3 jours, 15 heures, c'est évidemment un événement qui est très attendu. Alors, on va se mettre ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, on va se mettre sur les probabilités. Regardez, je vous montre pourquoi c'est. Voilà, d'ailleurs, on l'avait en histogramme, c'était même encore plus simple. Vous voyez. Là, en fait, donc le 21, qu'est-ce qui va se passer? La Fed donc, nous a montré par rapport au chiffre de l'inflation pourquoi on a morflé sévèrement en fait mardi dernier. Je vais vous montrer ça aussi, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, le taux d'inflation, le consensus était de 8,1, on a fait 8,3. Vous me direz, oui, c'est déjà en redescente au mois précédent. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'en fait, si ce n'est pas suffisant, et Jérôme Powell l'avait annoncé fin août, l'ennemi numéro un, c'est l'inflation, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça va faire mal aux particuliers entreprises, c'est l'ennemi numéro un. Donc, c'est évidemment, on n'apprécie pas. Quand on voit que ça ne suffit pas ce qui a été mis en place, qu'il va falloir remonter encore un peu plus la hausse des taux directeurs, et bien évidemment, nos actifs à risque sont les premiers impactés négativement. Donc, c'est ça, évidemment, que le marché a pricé très violemment mardi. Pourquoi? Parce que indirectement, ça signifie que ce 21 septembre ici, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le consensus à 82%, c'est de se dire on va avoir 3 hausses de taux. Donc, on va passer de. Il faut savoir quand même qu'on est passé de 0 au niveau des taux directeurs de la Fed. On était à 0% en janvier, on est à 2,5% au moment que je vous parle. Hein. On est passé de 0 à 2,5 et ça va continuer à monter. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc, ça, c'est la première chose. Mais aussi, c'est de comprendre qu'effectivement, ben, ça va continuer à monter. Donc, et comme les chiffres d'inflation n'ont pas été satisfaisants, ça peut être monté plus que prévu. Et c'est ça que le marché a pricé, qui risque de pricer encore à nouveau très fort le 21. Pour l'instant, 82% du consensus s'accorde à dire qu'on va avoir 3 hausses de taux, donc on va passer de 2,5 à 3,25%. Et on en a quand même 18 qui pensent qu'on va on va avoir 4 hausses de taux d'un coup, c'est-à-dire qu'on va passer de 2,5 à 3,5%. C'est évidemment ça qu'il va falloir surveiller parce que vous allez voir, dans un instant graphiquement, on n'est que sur des supports techniques, des points pivots qui peuvent effectivement nous permettre de sortir, de rebondir si on respecte plutôt ce consensus-là, ou à l'inverse, si on va sur celui-ci, d'avoir un mini crash. Hein. C'est-à-dire que là, on perd les 3900 points parce qu'on est déjà à la limite là, sur le SP500. Et si on perd les 3900 points, je vais vous montrer où on peut aller, à 3400. Si on va à 3400, ben sur Bitcoin, c'est un Bitcoin à 14 000. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu. Alors déjà, je vais vous montrer aussi ce qui a contribué également à faire chuter le Bitcoin, indépendamment de ces chiffres de l'inflation. On va se mettre un petit peu sur TradingView. Voilà. Allez, on va enlever tous ces indicateurs pour l'instant. Alors là, je suis sur Atom, justement. Je vous montrerai pourquoi c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ce projet-là. Pourquoi, en tout cas, moi, je fais du DCA. Je réexpliquerai rapidement DCA ce que c'est, pourquoi c'est important de faire du DCA, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une connaissance accrue des marchés financiers. C'est l'avantage par rapport au market timing.
qui est un peu ce que je fais tous les jours pour détecter des opportunités. Là, on n'a pas besoin de ça dans le DCA. Et Atom fait vraiment partie des projets qu'il faut DCA, qu'il faut accumuler et acheter de façon périodique avec un montant fixe sur de longues périodes, évidemment. Alors, déjà, ce qui a contribué donc à faire chuter le Bitcoin, ben, c'est les nouveaux records pluriannuels des taux d'intérêt. Regardez, rien que ceux sur 2 ans. Regardez ça. Voilà. Là, on est vraiment sur des plus hauts historiques. Hein. C'est stratosphérique, vraiment. Là, on est sur des niveaux incroyablement élevés. Et on peut faire l'analogie avec le début du bear market de 2021, d'ailleurs. Hein. Ici, regardez ici, là. Alors, voilà, début du bear market. Voilà, donc là, les taux étaient très bas. Hop, juin 2021, et regardez, ça commence à monter. Et voilà, et effectivement, vous voyez la respiration qu'on a ici à l'inverse? Regardez bien. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Ça correspond avec le bottom du Bitcoin, hein, juin, 15 ou 16 juin. On a eu un Bitcoin à une mèche à 17 500 $, donc bottom du Bitcoin. Et derrière, regardez, les taux se sont mis à baisser. Et le dollar aussi à la même période, on le verra tout à l'heure. Et donc, évidemment, ça correspond au rallye estival qu'on a eu et le rebond qu'on a eu sur le SP500 et sur les cryptos. Et là, de nouveau, quand on voit des bonds comme ça, des obligations taux d'intérêt si élevés, on peut évidemment pertinemment pas penser que ça va pouvoir faire monter pour l'instant nos actifs à risque. Ouais, je vais mettre sur d'autres unités de temps sur les bonds. Hein, qui dit obligation, ben évidemment, ça va en opposition avec les actions, donc avec nos actifs à nous, à risque. Que les cryptos sont évidemment englobés dans ces actifs-là. Regardez, ici, par exemple, voilà, là, c'est pas mal aussi sur 10 ans. Regardez, on était dans une belle pattern baissière, donc pareil, bottom, 16 juin. Point haut des taux d'intérêt, ils se sont mis à baisser, regardez bien. Ça correspond à tout le rallye estival qu'on a connu. Et le rallye estival a commencé à s'arrêter à partir de mi-août. Et comme évidemment par ricochet, les taux d'intérêt, eux, remontent. Ils sont sortis de cette pattern baissière pour remonter au plus haut. Donc ça déjà, voilà, tant qu'on aura ce souci-là, tant qu'on aura ce constat sur les taux d'intérêt, sur les bonds, ben, évidemment, ça ne peut pas faire redonner de la valeur et de la vitalité sur Bitcoin et sur les altcoins. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, on va aller sur le SP500, évidemment. C'est lui qui donne le ton, hein, l'indice majeur de Wall Street. Voilà, là, c'est pareil. Là, il va falloir faire attention, évidemment. On est sorti légèrement de cette pattern ici, hein, du point le plus haut au point le plus bas. Il faut rester dans ce triangle absolument. Alors là, il n'y a rien encore. En plus, il y a un petit gap à combler ici. Il n'y a rien encore d'alarmant pour l'instant. On est sorti de 3900 points, mais pour l'instant, il va vraiment. Pour ça que je vous dis, ce qui va se passer le 21 avec la décision de la Fed, ça peut, voilà, si on se met en weekly, par exemple, ici, en données hebdomadaires. Alors, je vais même faire comme ça. Se mettre comme ça. Oui, en données hebdomadaires. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que si on sort, comme on peut le voir ici en journalier, là, si on sort là, de cette pattern avec une mauvaise nouvelle, avec par exemple, avec 14 de taux qui seront annoncés à l'encontre du consensus général, là, ça décrochera quoi qu'il arrive. Et si ça décroche, ben, la prochaine zone de liquidité, la prochaine zone qu'on va aller chercher justement sur, je vais mettre comme ça sera plus clair quand même. Voilà, la prochaine zone, c'est là, crash Covid, là, février 2020, pardon, ici, voilà. Et là, on tombe à 3400 points. Là, c'est ce qui peut nous attendre sur le plus mauvais des scénarios qu'on peut avoir justement à partir du 21 septembre. On décroche ici, on est sorti de cette pattern-là dans laquelle il faut absolument rester, même pour Bitcoin. Hein. Et si on décroche, on arrive à 3009, à 3004. Et si on arrive à 3004, hein, point ici culminant à l'aube de la crash Covid. Et là, ben, 3004, c'est un Bitcoin à 14 000, hein, par analogie. Voilà, donc il faut. Cela va sur Wall Street, ça va se jouer la semaine prochaine, hein, vous l'aurez compris. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de points à surveiller. Et le SP500, c'est ça. À l'inverse, si on regarde le dollar, l'indice du dollar, qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Vous voyez, pareil. Là, j'avais parlé aussi d'un piège haussier, c'est-à-dire que là,
On était sur des tops. Hein. Je pensais qu'on avait fait un top, moi, ici. Comme j'ai pu penser qu'on avait un retournement de tendance sur Bitcoin, je vous montrerai la bougie du 9 septembre, là, qui a été confirmée à plusieurs reprises. Et puis, c'est encore une fois, c'est mardi hein, qu'on a vraiment morflé avec un chiffre d'inflation supérieur malheureusement au consensus, qui voudra peut-être dire qu'une hausse de taux va être encore, les hausses de taux vont être supérieures à ce qu'on pensait. Donc, le quoi qu'il en coûte va effectivement va impacter nos actifs. Mais regardez bien, par exemple ici, là, je pensais qu'on pensait tous, hein, nombreux en tout cas, qu'on avait fait un top sur le dollar. Donc, et hop, piège haussier, on a réintégré la pattern. Et regardez cette grosse bougie qu'on voit ici, ben, c'est celle du 13. 13, c'est le jour de l'inflation, la publication de l'inflation. Et là, on est remonté. Hop, on remonte, on repart sur le dollar, valeur refuge. Et quand le dollar remonte, eh ben, par ricochet, le Bitcoin chute hein, et les actifs et les altcoins évidemment qui suivent. Voilà, donc là, ça s'est stabilisé un petit peu, heureusement, depuis 2-3 jours, depuis l'annonce de la publication des inflations US. Mais là, idéalement, il faut qu'on réintègre aussi cette pattern qui est ici. C'est indispensable. L'indice du dollar face à un panier de devises, tant que lui, il est haut, tant qu'il est hégémonique, évidemment, le Bitcoin ne pourra pas remonter. Voilà, ça c'est tous ces petits points qu'il faut surveiller. Allez, on va aller un peu sur Ether, parce que Ether, c'est un peu la star du moment, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec justement deux merges. On va se mettre là, ici. Voilà. Ouais, ce petit biseau qui est là, petit triangle pareil que j'ai fait ici. Toujours des soucis avec ma souris. Voilà. Donc, en journalier, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, la bonne nouvelle de l'été, en tout cas pour Ether, quoi qu'il arrive, encore que, on est juste là encore, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est on a réintégré quand même l'ex-ATH de 2018. Voilà, ça, c'était très important. Il faut qu'on reste là aussi. Vous voyez, vous avez toutes ces patterns entre SP500, rester dans ce triangle, Ether, il faut qu'on reste dans ce triangle. Vous allez voir sur Bitcoin, il y a encore. Là, par contre, sur Bitcoin, c'est le support qu'il faut pas, les 19 000 qu'il ne faut surtout pas céder. Mais, euh, mais voilà, là, on a réintégré cet ATH qui était ici de 1500 $. Voilà, on le tutoie, voilà, on reste dans cette zone-là, c'est important aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on est dans ce triangle, dans cette phase de trading range, soit on sort avec des éléments, c'est là que je vous posais la question tout à l'heure en préambule, soit on sort rapidement avec un élément, des éléments global macro, donc la Fed la semaine prochaine. Et si on sort, ben, si on peut sortir par le bas, hein, suivant les hausses de taux qui vont être décidées, soit on sort rapidement avec un élément endogène comme de merge. Et là, c'est intéressant parce qu'à l'inverse, on va aller chercher les demi-2. Hein, c'est la prochaine zone qu'on va chercher si on sort par le haut ici, c'est demi-2. Voilà, prochaine zone à aller chercher. Et par contre, à l'inverse, si on sort par le bas, ben, c'est les 1000 $. Bon, je vous dirais que très sincèrement, si c'est le cas, alors là, je paye. Hein. À 1000 $, je paye Ether. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais je paye. D'ailleurs, j'ai même repris un Ether hier. Parce que même à ce prix-là, il est profondément sous-évalué. Hein, quand vous allez comprendre les éléments que je vais vous donner sur Demerge dans un instant, il est profondément sous-évalué. Mais alors à 1000 $, c'est même pas qu'il est sous-évalué, c'est que le marché nous fait un cadeau. Vous voyez-le vraiment comme ça. Si ça décroche qu'on arrive à 1000, c'est un cadeau du ciel. Voilà. Donc là, moi, je paye et je paye allègrement, évidemment, un Ether à 1000. Mais voilà, c'est que techniquement, vous comprenez où on en est aussi par rapport à tout ça. Et puis voilà. Mais là, en fait, ce qui va être intéressant là, à court terme, c'est évaluer le coefficient d'impact exogène-endogène. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la technologie blockchain, comme de merge, comme tout ce qui est exogène, qui est cross-asset, analogie sur d'autres actifs. Autrement dit, est-ce que la technologie blockchain est-elle encore marginale ou bien l'adoption devait-elle suffisamment importante pour faire face et peser face au contexte macro? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, c'est quand même le macro qui fait la loi, hein, même avec de merge. On l'a vu en cette fin de semaine. Et d'ailleurs, on dit souvent, de merge, ça y est, ça va entraîner, Ether va entraîner avec lui dans son sillage toutes les autres cryptos et ça va être. Ben non, regardez bien. Il n'y a pas de hasard, encore une fois, regardez bien. Regardez l'actif Ether. Le merge, la fusion officielle est arrivée le jeudi 15 septembre. Regardez comme par hasard. Comme vous savez qu'évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des probabilités en trading et en investissement. Grosse bougie rouge le jour de la fusion de merge, la journée officielle. Et c'est le cas à chaque fois, c'est systématique. Pourquoi? Parce que le marché anticipe constamment. Le halving, vous verrez, pour celles et ceux qui n'ont pas connu les précédents, le marché va pricer positivement le cours de Bitcoin des semaines avant le jour du halving. Le jour du halving, vous allez voir, le cours du Bitcoin va chuter. Ben, c'est exactement pareil. Regardez, le marché, en fait, il a pricé le merge, ben là, quand il y a une conférence de Vitalik qui a donné la roadmap et donné une vraie date pour de merge, ben c'est là que le marché a pricé. Regardez ce qui s'est passé. C'est là que le momentum aussi a eu lieu avec Ether et tous les altcoins dans son sillage.
Mais ce n'est pas le jour de la journée de la sortie officielle. Ça a été pricé bien avant. Vous voyez, même la bourse, quand on a des publications de résultats qui sont positifs pour une entreprise, vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe? L'actif le titre en question chute, alors qu'on a une super publication sur Apple, par exemple, il chute. Ben parce que ça avait été anticipé des semaines avant. Donc c'est évidemment, moi, ça ne me surprend pas que le cours de l'Ether chute maintenant. Tout ça, ça a été pricé bien avant. Sachez toujours que le marché anticipe des semaines, voire des mois à l'avance. Voilà, donc là, il n'y a rien de surprenant à voir. C'est pas parce que Demerge est sorti officiellement que l'Ether va exploser, au contraire. Par contre, c'est ce que je vais montrer dans un instant. Fondamentalement, quand on se projette sur le moyen long terme, il va se passer des choses géniales sur le cours de cet actif, parce qu'il va être déflationniste, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc voilà comment il faut le voir aussi. Après, ce qu'on peut regarder, c'est Ethereum BTC, hein, la paire des deux plus gros actifs ici. Voilà. Là, on se met sur les moyennes mobiles, par exemple, regardez bien. Là, c'est intéressant, ça. Depuis le mois d'août, vous savez, quand la moyenne mobile 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, on a ce qu'on appelle une golden cross. Et généralement, c'est très souvent consécutif. Après, ça génère un mouvement haussier sur la paire en question. Vous voyez, là, à l'inverse, on a une death cross. La moyenne mobile est passée en dessous, 50 jours en dessous de celle de 200 jours. Regardez le mouvement baissier qu'il y a eu. Mais là, ça s'est inversé au mois d'août. Donc, affaire à suivre, hein, évidemment. Voilà. Et puis, à court terme, sur les deux actifs principaux, ce qu'il faut aussi, hein, si on reste sur l'idée des moyennes mobiles, ben, sur Bitcoin, on est en dessous de la moyenne mobile, il faut évidemment remonter au-dessus. Sur Ether, eh ben, pareil, on est en dessous de la moyenne mobile. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'Atom dans un instant. Atom, c'est actuellement le seul actif, je dis bien le seul actif, qui est au-dessus de la moyenne mobile. Là, il a été rejeté parce que c'est la moyenne mobile 200 jours. C'est une résistance. Mais le support, c'est la moyenne mobile 50. Et c'est un des rares actifs qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours actuellement. On peut tous les faire. Hein. Monero, en dessous. Bitcoin, Ethereum, on l'a vu en dessous. Elrond, évidemment en dessous. ADA, c'est que des gros projets que je vous prends en dessous. Avax, en dessous. BNB qui a toujours plein de vitalité en dessous, et le seul projet qui a une belle vitalité en ce moment, d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des trades que nous envoie c'est sur Atom et Link, c'est là où il y a la croissance organique, du cash, il y a de l'énergie qui circule, ben, c'est un des rares qui est passé au-dessus également depuis peu. Voilà, c'est des vrais projets, ça a des fondamentaux, ils sont pionniers dans leur domaine, que ce soit Oracle pour faire fonctionner les smart contracts pour Chainlink, et l'interprétabilité pour Atom. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder aussi sur les projets du moment. Alors après, on a exceptionnellement aussi, on a Chiliz, hein, pour d'autres raisons, pour ses partenariats sportifs notamment. Hein, ici, Chiliz, voilà, lui, il est. Alors ça, c'est Tron, j'ai confondu avec le logo. Ici, Chiliz, il est là. Voilà. Bon, lui, évidemment, là, on a même eu, là aussi, on a une Golden Cross. Hein. Ça devrait encore monter sur Chiliz. En tout cas, sur certains indicateurs-là. Lui, il est au-dessus, hein, il est au-dessus de la 200 jours et de la 50 jours. Voilà, donc il y a Ravencoin, je vous avais parlé, j'avais fait un post aussi, une analyse graphique sur le Discord pour vous expliquer pour quelle raison, parce qu'en fait, il est un rempart au proof of stake d'Ether, puisque les mineurs, c'est quand même un vrai business. Ils se retrouvent sans rentabilité sur Ether, donc ils migrent sur EOS, sur Ravencoin, sur Flux, ils migrent sur ETC. Pourtant, ETC, vous avez vu, j'en vois beaucoup de trades sur ETC. Il n'y a rien sur ETC, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de croissance. Pourquoi ils pumpent en ce moment? Parce que c'est les mineurs qui migrent sur des proof of work adossés à des plateformes décentralisées. Donc, tout s'explique évidemment. Voilà, donc ça, c'était un petit peu sur ETH. Donc, je repars sur ETH, évidemment. C'est l'actif qui nous intéresse aussi hein, par rapport à Demerge. Et pourquoi il chute? Il n'y a rien de surprenant. Hein. Voilà, ça c'est. On achète la rumeur, on vend la nouvelle, c'est systématique. Voilà. On va regarder BTC rapidement. Maintenant, on va finir sur celui-ci et sur la point de vue un peu chartiste. Voilà. Alors, ici, je vais enlever ponctuellement une moyenne mobile. Voilà. On va même se mettre en intraday, là, en 4 heures. On attend pour l'instant. C'est le bord du gouffre, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà. Alors, ouais, cette pattern ici, baissière. Et là, c'est là où je vous disais, à partir du 9, j'ai dit, tiens, là, on va peut-être avoir un retournement de tendance. J'ai été piégé. Hein. On pourrait même appeler ça à court terme un bull trap. Puis là, regardez cette vilaine bougie, mais ça, c'est la publication de l'inflation. Alors qu'on était dans une très, très belle dynamique. Hein. On avait bien renversé la vapeur ici. C'est sorti de cette pattern baissière. Mais voilà, en tout cas, toujours des c'est que maintenant, il faut qu'on. Là, et techniquement, on est évidemment au bord du gouffre. Hein. Il ne faut pas céder les 19 000. Là, les 19 800, donc l'ancien ATH aussi de 2017, pour l'instant, on le contient.
Ça peut être aussi une zone d'accumulation, hein, ce qu'on vit aussi en ce moment. Hein. Ce n'est pas forcément non plus ultra négatif. Ça peut être une zone d'accumulation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas céder les 19 000, hein, entre 19 et les 20 000. Il faut vraiment, là, on y est. Voilà, il faut vraiment rester là-dessus. En tout cas, vous l'avez compris, dans tous les cas, tout ce que je vous ai montré là, les niveaux techniques sont passionnants et surtout déterminants pour la suite. Et la réponse, on l'aura la semaine prochaine. Hein. Si je me mets juste, je vais vous montrer une unité de temps beaucoup plus longue qui permet d'évaluer des tendances. Hein, c'est l'hebdomadaire ou le mensuel. Regardez par exemple ici, sur Bitcoin en mensuel, c'est assez impressionnant. On est sur la tangente là aussi, regardez bien. Là, regardez, on met la trendline ici. On n'en est jamais sorti hein, par le bas. Là, c'est juste, ça a été juste pour la clôture du mois d'août. Donc là, il faut évidemment pas la céder également. Vous avez vu tous ces supports, tous ces niveaux clés que je vous montre depuis tout à l'heure. Pour ça que c'est passionnant. C'est là où les analyses, quand on les regroupe, le fondamental, le global macro, la technique, le chartisme, le sentiment de marché aussi, est-ce que ça sent mauvais en ce moment sur les réseaux, voilà, c'est tout ça qui est important en ce moment. C'est ça être investisseur ingénieur. C'est dans ces moments-là qu'on est des vrais investisseurs ingénieurs. C'est pas quand on a des bougies vertes, c'est de comprendre tout ça. Quand tout le monde panique, de dire mais finalement c'est peut-être la volatilité, il faut la mettre à son service. Il faut pas la subir. Oui. Et là, je vous montre pourquoi je montre ça en monthly, parce qu'on peut faire une petite analogie intéressante. Si le mois de septembre devrait bien se clôturer, c'est-à-dire autour des 25 000 $, ici, si c'est le cas, donc en tout cas de rester dans cette pattern évidemment également, nous aurions une configuration d'histogramme MACD ici. Hein. Regardez le MACD qui est là. On aurait une configuration d'histogramme avec un premier rebond hein, qui est vraiment indispensable, parce que même au mois d'août, hein, voilà, on a confirmé la baisse hein, au niveau du MACD. Donc, voilà, on pourrait faire l'analogie là en ce moment avec ce qu'on vit en monthly avec ici, avec février 2019, là, à cet endroit-là. Et on pense, on est nombreux aussi, beaucoup d'analystes, on pense on est comme en 2019 au point le plus bas du bear market actuellement. Vous voyez, février 2010, janvier, février, là. Vous voyez, les petites bougies mensuelles ici, là. Petite clôture comme là. Petite clôture qu'on a ici en mensuel. Voilà. Et derrière, le but, c'est qu'on ait au niveau de l'histogramme du MACD, qu'on fasse une bonne clôture au mois de septembre pour inverser la tendance, qu'on fasse exactement comme ici. Et hop, et pour retrouver des bougies vertes par la suite. Voilà, on peut se retrouver aussi, si on fait une analogie, sur le précédent bear market, lié en tout cas au MACD. Voilà, alors que le risque, c'est que si on finit le mois en dessous des 19 000, cet histogramme MACD va continuer sur sa tendance baissière. C'est évidemment pas à souhaiter. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors aussi, la saisonnalité, on sait que c'est très important dans les cryptos. Alors là, ce que je vous montre, évidemment, c'est le mois de septembre, hein, le tableau de la saisonnalité des cryptos. Septembre est un mois qui, sur les marchés, a historiquement tendance à être particulièrement baissier. Et les deux tableaux que vous voyez là, c'est des tableaux des variations mensuelles pour Ethereum et Bitcoin, avec un ratio sur le taux de performance négative. Hein, les données proviennent de Glassnode. Hein, ici, ça c'est sur Ethereum. C'est pour ça qu'on n'a que depuis 2015, hein, puisque Ethereum n'existait pas avant. Et là, c'est sur Bitcoin. Donc là, on a un peu plus d'historique depuis 2010. Et regardez bien, c'est ce qui se passe septembre. Hein. C'est symptomatique. Hein. C'est moins 66% hein, quand on accumule toutes les variations et les rendements négatifs du ratio là, qui est ici. Donc ça, c'est moins 13% par rapport au mois précédent. Hein. Donc vous voyez, ça se vérifie très souvent en septembre. C'est très baissier. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des momentum estivaux, hein, des rallyes summer, comme on dit. Et derrière, les instituts reviennent sur le marché, pression vendeuse. Ils veulent mettre la main sur faire abandonner les petits portefeuilles. C'est ce qu'ils font toujours admirablement d'ailleurs. Il y a souvent des politiques monétaires qui sont mises en place aussi en septembre. Donc, évidemment, à surveiller ce mois-là, c'est très, très important. Mais surtout, ce que je veux montrer, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut en faire une force, il ne faut pas être fataliste, c'est-à-dire c'est une tragédie, etc. Regardez, même sur Ethereum, c'est exactement la même chose. Hein. C'est très baissier. Par contre, regardez surtout ce qui nous intéresse, c'est les 2 mois qui suivent. Regardez octobre, regardez novembre. Regardez sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? C'est comme on touche souvent des bottoms en septembre, puisque ça fait partie des mois les plus bas de la saison, des 12 mois que vous nous propose le calendrier. Et bien, généralement, comme on touche des bottoms, ça repasse à l'achat en fin de mois. Et c'est pour ça qu'on a des mois souvent très bullish, octobre et novembre. Donc, faisons-en une force, faisons du DCA, rachetons du Bitcoin et Ethereum qui sont sur des points bas en ce moment, peut-être même sur des bottoms. Le bottom, on le saura encore une fois la semaine prochaine. Mais voilà, souvent ce qui se passe, c'est que la conséquence de ça, c'est qu'on a 2 mois derrière qui sont bullish. Voilà ce qu'il faut comprendre sur ces graphiques, sur ces données, tout simplement. Allez, je continue sur les différentes thématiques. Alors, Atom. Maintenant, je vais vous parler rapidement d'Atom.
Parce qu'Atom, c'est aussi un projet important, effectivement. Est-ce qu'il est proche de la maturité? En tout cas, il se passe, vous l'avez compris, hein, graphiquement, Atom, je vous le remonte, je l'ai montré tout à l'heure. On va commencer avant de parler de fondamental de graphique sur ce projet-là. Regardez, même en mensuel, je n'avais pas forcément fait l'analyse en mensuel. Regardez, 3 mois aussi, hein, 3 mois consécutifs à la hausse, il n'y a pas beaucoup de projets qui peuvent se targuer d'être comme ça en ce moment, hein. Voilà. Mais on va regarder des unités de temps un peu plus réduites. Regardez en weekly comme c'est beau. C'est magnifique en weekly. Et en daily, ben, encore plus. Enfin, en tout cas, regardez. Voilà. Donc, en fait, le vrai rebond depuis le mois de juin, hein, de temps en temps, des petites respirations, ce qui est normal. Vous voyez, par exemple, quand on se met avec le système Ishimoku, on sait que le cours d'un actif est à la hausse dans le système Ishimoku lorsqu'on a la lagging span qui est ici, qu'on appelle aussi la Chikou span, qui correspond un peu comme le RSI, voyez-le comme ça correspond aux 26 dernières clôtures de l'actif en question, sur l'unité de temps qu'on a choisie. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans cette moyenne mobile, là, cette donnée qui est là, c'est celui qui a de la mémoire sur l'actif. Donc quand cette Chikou span et le cours de l'actif est au-dessus du nuage, le nuage c'est ce qui va prédire justement l'avenir, à l'inverse. Donc, sur quelle tendance on va sur cet actif? Ben là, on voit qu'on est en train de remonter, alors qu'on a été baissier, évidemment, comme tous les actifs depuis le mois de mai, hein, depuis Terra Luna. Et là, quand on est au-dessus du nuage, eh ben, on sait que l'actif est haussier. Et Atom est comme ça. Encore une fois, hein, regardez bien, je vous ai montré avec les moyennes mobiles tout à l'heure, on va regarder avec plusieurs indicateurs. Bitcoin, évidemment, il est en dessous du nuage. Ether, il est dans le nuage, et même il est même passé en dessous. Donc, il y a très peu de projets, hein, qui peuvent se targuer d'être en ce moment haussiers. Atom fait partie de cela. Donc, ça, c'était un point de vue purement graphique, hein, voilà. On est vraiment, vraiment au-dessus. On est même au-dessus de la Kijun et de la Tenkan qui est ici, que vous voyez-le comme un support et une résistance. Même là, on est au-dessus. Donc, la Tenkan, ça correspond aux 9 dernières clôtures de l'actif en question sur l'unité de temps qu'on a choisi, donc en journalier. Et la Kijun, c'est la même chose, mais avec les 26 dernières clôtures. Et là, on est au-dessus des deux. Donc là, on est au-dessus. Tous les feux sont ouverts sur Atom. En weekly, on l'a vu, c'est magnifique aussi. Le tout, c'est de comprendre pourquoi. Vous voyez même Atom, pourquoi j'en accumule. Pour les raisons que je vais vous expliquer dans un instant, parce que sa fonction est indispensable pour le bon déroulement du réseau blockchain, de la technologie blockchain. On peut le voir aussi comme une valeur défensive. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je constate souvent sur cet actif que je suis depuis 2019, hein, depuis sa création, depuis la naissance du mainnet Cosmos, qui a démarré en mars 2019. En fait, je remarque, vous l'avez vu d'ailleurs, ceux qui étaient déjà là en 2021, lors du précédent bull run, c'est un des actifs qui nous a le moins rémunéré. Quand on voit les x10, x15, x20 des layers 1 comme Solana, comme Terra, comme Avax, etc., comme Cardano, ben là, non, on n'a pas eu un x10 ou un x20 sur Cosmos, et même sur le Link. Voilà, je compare aussi souvent le Link. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des valeurs défensives, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça pump à tout va, ben, c'est pas eux qui nous rémunèrent le plus. Mais à l'inverse, c'est pour ça que c'est des valeurs défensives, comme c'est des projets où il y a une vraie croissance, et qui répondent à un vrai besoin, où il y a des vrais utilisateurs. Par contre, sur les replis, c'est eux qui rebondissent le plus vite, et surtout, c'est eux qui réagissent le mieux sur les replis, c'est-à-dire qui reculent le moins. Voilà. Donc, c'est des valeurs défensives. Donc, il faut en avoir dans son portefeuille, hein. Même si vous voulez. De toute façon, sachez une chose, que ce qui s'est passé, la hype qu'on a eu en 2022, on ne l'aura plus. On n'aura plus des fois 50 ou des fois 100 sur très peu de projets un peu chanceux sur lesquels on aurait pu se positionner. Et voilà, c'est le fait de l'adoption. C'est le fait que maintenant, la hype, elle se dilue aussi dans la capitalisation qui va continuer à augmenter par les institutionnels, notamment Ethereum, hein, va s'institutionnaliser. Mais ça aussi, je vais vous dire dans un instant, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais c'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc, fini les x20, x30, x40, x50. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le côté spéculatif, mais il faut comprendre surtout pourquoi la blockchain, c'est génial. Pourquoi elle va changer nos vies. Et Atom répond vraiment à ce besoin-là. Donc, vous allez là, par exemple, vous pouvez aller sur Messari, vous allez sur le site de Cosmos, ici, voilà, l'Internet des blockchains. Donc, c'est vrai que Cosmos, en fait, il a souvent été critiqué par ses tokenomics. Ces tokenomics, c'est très important, hein, comment il redistribue le token par rapport à sa supply. Et c'est vrai qu'on lui reproche de ne pas favoriser forcément la valorisation de son token. Je vous dirais même que l'équipe qui est derrière se fout de la valeur de Atom. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais à l'inverse, c'est positif parce qu'ils ne sont pas là pour créer une inflation de cochon. Eux, c'est pour travailler sur un projet qui tient la route. Il y a une vraie. Je vais vous montrer la roadmap, elle est juste géniale, quoi. C'est ça qu'il faut regarder dans un projet. Est-ce qu'on continue à le développer? Est-ce qu'il y a des dates?
Quels sont les targets? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est vrai que pour l'instant, l'écosystème a quand même bien évolué depuis son lancement. Et déjà, la sécurité, par exemple, le projet Cosmos, il a démarré il y a plus de 3 ans. Il comporte désormais 175 validateurs pour une valeur stakée qui est proche de 3 milliards de dollars. Ça en fait la 7e blockchain du classement par actif staké. Donc, ce montant est important puisqu'il donne indirectement une information quant au niveau de sécurité de la blockchain. Plus la valorisation en actifs stackés est importante, plus une attaque sur ce réseau sera onéreuse et difficile. Voilà. Et puis après, le développement et l'écosystème de Cosmos, évidemment, hein, il y a beaucoup de protocoles qui sont adossés. Il y a Gravity Bridge, Evmos, Quicksilver, Osmosis, qui est peut-être le plus connu, Junio. C'est une plateforme de smart contract. Osmosis, c'est ce qui permet de stacker les tokens Osmo, justement utilisés dans les pools de liquidité. Quicksilver, c'est un protocole de liquid stacking qui est très apprécié. C'est aussi pour ça que le projet Pump en ce moment aussi, le projet Cosmos Atom. Gravity Bridge, c'est un bridge entre Cosmos et Ethereum. Voilà, et tout ça, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, un utilisateur blockchain peut trouver quasi tout ce dont il aura besoin sur l'écosystème Cosmos. Voilà à quoi il sert. Hein, il y a au niveau de la sécurité aussi interchaîne. Il y a un nouveau projet sur Cosmos qui doit construire son réseau de validateurs aussi. Il y a plein de choses. Il y a l'Atom 2.0 aussi qui va se mettre en place. Ce que je veux vous dire par là, et je finirai on va passer sur deux merges, c'est qu'on a beaucoup parlé justement du merge d'Ethereum, mais toutes ces évolutions sur Cosmos, tout ce dont je vous parle, sont également très importantes car Atom est l'une des blockchains qui offre, à mon sens, l'un des modèles cross-chain les plus aboutis. Et nous verrons où nous conduisent toutes ces évolutions, mais je pense qu'il faudra garder un œil sur ce jeton-là dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc, vous avez la roadmap, hein, je vous la remontre. Et ça, c'est le plus important, ici. Voilà, la roadmap sur Cosmos. Donc, ça continue, ça évolue. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles je traite beaucoup en intraday sur ce projet-là, parce que c'est un des seuls où il y a l'action en ce moment, où il y a du volume, il y a la croissance, mais aussi fondamentalement pour des raisons long terme, c'est un projet que je rachète en DCA toutes les semaines, évidemment. Voilà. Et Link est un peu comme ça pour d'autres raisons. Hein. Il répond à des fonctions complètement différentes, mais Link fait partie des tokens. Ils sont pas nombreux, les tokens que je fais en DCA en période baissière, et il fait partie aussi de cela. Allez, on va finir là-dessus, parce que c'est l'événement majeur de la semaine dernière, la fusion officielle du 15 septembre en passage total en Proof of Stake. Voilà, regardez bien cet outil, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous pourrez y aller parce qu'il est très détaillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur deux merges? Je réexplique un peu la puissance de cette migration. Je parle juste de la valorisation de l'Ether. Hein. Et aussi de quelque chose dont on ne parle jamais sur les réseaux. Moi, je vois passer plein de choses, les détracteurs, décentralisation, les bugs, le consensus. Mais qu'est-ce qu'on oublie de parler? C'est que c'est quand même la première blockchain qui devient rentable. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le jeudi, depuis le premier jour de la migration officielle, c'est le premier jour depuis ce jeudi 15 septembre, depuis sa création, c'est la première fois où Ether fait des bénéfices. Donc elle est rentable. Pourquoi? Parce que sa principale dépense, c'est la sécurité. Et la réduction de l'émission d'Ether, c'est en fait pour assurer la sécurité du consensus, le proof of stake coûte infiniment moins cher que le proof of work. Autrement dit, le coût de fonctionnement de la blockchain vient d'être réduit de plus de 90%. Et les bénéfices, eux, sont toujours là. Hein. La demande n'a pas quitté le réseau. Bien au contraire, c'est ce que je vous expliquais dans un instant. Voilà, donc ça, c'est déjà important de le souligner. Elle est rentable. Et comme toute entreprise, c'est d'abord ce qu'il faut regarder, indépendamment du cours de l'Ether, hein, même si c'est ce qui nous intéresse. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est très important là. Voilà. Donc en fait, si ça ne suffisait pas, on parle de triple halving. J'avais déjà fait une vidéo, je vous renvoie sur les vidéos précédentes hein, qui sont accessibles sur le site. Mais évidemment, il y a un triple halving en fait sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Il y a une triple réduction de moitié. L'émission est réduite de 90%. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Si même si cela ne suffisait pas, alors pourquoi là, déjà il y a un premier halving qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a également la gravure du protocole EIP 1559 qui a été mis en place il y a 408 jours ici. Hein, c'était en août 2021. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que jusqu'à présent, on a brûlé depuis 400 jours 2 347 000 éthers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on brûle en moyenne 6 éthers par minute. Donc, l'offre diminuera. C'est ça que ça veut dire. Hein, l'offre diminuera ici. Regardez, quand je me remets en proof of work, comme c'était avant, là, on était excédentaire, donc on était inflationniste. Là, on passe en déflation. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on brûle plus d'Ether que ce qu'on va en émettre. C'est-à-dire que maintenant, l'offre va diminuer chaque année de 1,43%. C'est ça qu'on appelle la déflation. Ça, c'est génial. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la récompense qu'on donne aux mineurs. 603 000 actuellement Ether pour les fees, hein, puisque la plus grosse partie est brûlée. Et avant qu'on passe en proof of work, regardez bien la différence. C'est pour ça qu'on était excédentaire. Regardez le nombre d'Ether qu'on remettait en fait sur le marché. Voilà, donc ça, évidemment, c'est une des premières bonnes nouvelles. En fait, pour vous compreniez, le prix de chaque actif, il est façonné par les forces de l'offre et de la demande. Et jusqu'à maintenant, la supply était illimitée. Donc, il n'y avait que le phénomène de halving et c'est pour ça que je suis profondément maximaliste Bitcoin, c'est pour ça mathématique. C'était le seul protocole qui créait la rareté sur le long terme avec les halvings tous les 4 ans. Ben maintenant, on peut dire qu'il y a Ether. Et quel facteur modifie Ether? Quelle est la dynamique qui modifie l'offre et la demande après cette fusion? Ben, c'est la triple réduction de moitié. On brûle, on stack, donc on est obligé de les bloquer maintenant pour avoir des récompenses. Donc, il y en a de plus en plus qui sont stackés, bloqués pendant 2 ans. On en brûle de plus en plus depuis maintenant 400 jours. Donc, évidemment, on a pu remettre des Ethers en plus aux mineurs, puisqu'il n'y a plus de mineurs. Donc, il y a le jalonnement aussi que je vais vous parler dans un instant, le jalonnement de l'ETH. Il y a la demande institutionnelle. Voilà les trois, ce qu'il faut regarder maintenant sur ce qui va se passer depuis le jeudi 15 septembre. En proof of work, en fait, Ethereum, l'émission est destinée aux mineurs, hein, qui exploitent des activités extrêmement coûteuses. Donc, en fait, ce qui se passait avant, c'est qu'ils sont obligés de vendre beaucoup de leurs Ethers en récompense pour couvrir des factures élevées liées au minage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en proof of stake, maintenant, le nouvel ETH, il va aux validateurs et ils n'ont pas à se soucier du coût minimal d'électricité et du matériel, puisqu'ils n'en ont plus. Donc, en fait, ce ne sont pas des vendeurs forcés. Les validateurs Ethereum doivent miser sur Ether. Donc, ils sont généralement des détenteurs long terme. Ils le gardent. Pourquoi vendraient-ils leur récompense d'Ether? Puisqu'ils voient le prix de l'Ether qui va augmenter, puisqu'il est considérablement sous-évalué actuellement. Contrairement aux mineurs de BTC, qui eux ne doivent pas qui sont pas nécessairement bullish sur BTC. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans le matériel, dans l'électricité, pas forcément dans le Bitcoin. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand ils capitulent, quand ça arrive, quand le hash rate devient difficile et peu rentable, eh qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent massivement leur Bitcoin, les mineurs. Ça ne sera plus le cas des validateurs, ce qu'on appelle les forgeurs en proof of stake. Ça, c'est très positif. Et le jalonnement dont je vous parlais, c'est quoi? C'est qu'en fait, en plus, maintenant, les récompenses que vont donc avoir les forgeurs, ceux qui stackent leurs Ethers pour avoir des récompenses pour le mécanisme de consensus des transactions, ben, le retrait des récompenses, il sera activé au moins 6 mois après la fusion. C'est-à-dire qu'en plus, on ne les redonne pas de façon journalière. En d'autres termes, les récompenses jalonnées en Ether n'entreront pas en circulation avant au moins 6 mois. Et en plus de ça, lorsque les retraits seront enfin activés dans 6 mois, seulement 30 000 Ethers par jour peuvent être retirés. Donc, il n'y aura pas de gros déblocage, il n'y aura pas de pump and dump. Ce qu'on appelle le jalonnement, ça. Et puis, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle la demande institutionnelle. Pourquoi? Ça aussi, ce sera plus décentralisé comme avant. C'est seulement ceux qui auront beaucoup d'Ethers qui vont avoir des droits de vote, qui vont avoir des délégations qui vont impacter le cours d'Ether, qui vont décider pour les petites mains, et puis des institutionnels qui vont arriver sur le marché. Et c'est une bonne nouvelle, ça, la demande institutionnelle. Pourquoi? Pourquoi cette transition va-t-elle susciter l'intérêt des institutions? Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle DCF qui va s'appliquer à Ether. Et il montre en fait que le TH est sous-évalué. On est nombreux aussi à penser que le TH, lors de la prochaine jambe haussière, il s'évalue très, très facilement à 10 000 $ en fait, hein, par rapport à tout ce que je vous expliquais il y a un instant. Et DCF, c'est quoi ce modèle C'est un modèle en fait d'évaluation qui est populaire dans la finance traditionnelle. Les institutions, en fait, ils contrôlent des milliards de dollars de richesse et ils l'utilisent depuis des décennies, ce modèle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un modèle en fait qui permet d'anticiper les flux de trésorerie et il deviendra possible d'évaluer les flux de trésorerie et d'évaluer une juste valeur de l'Ether par rapport à tout ce que je vous expliquais. Ouais, par rapport voilà, la supply, elle est là. Là, il y a 13,8 millions d'Ethers en stacking et c'est que le début. Donc, il y a 10%, plus de 15% de la supply qui est déjà bloquée et c'est que le début. Hein. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans 3-4 ans. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir évaluer en fait, la juste valeur de l'Ether grâce au flux de trésorerie. Et c'est ce dont les investisseurs institutionnels ont besoin pour approuver des investissements. Donc, vous l'avez peut-être déjà deviné, mais le TRH est gravement sous-évalué. Et puis l'Ether, ils le voient aussi comme une Internet bond. Bond, ça veut dire une obligation. Il sera une alternative au bond du Trésor américain pour les fonds d'investissement qui vont proposer à leurs clients en les faisant stacker de l'Ether, ils auront des rendements comme une épargne dynamique en fait. Ça va être proposé à leurs clients.
C'est ce qu'ils appellent une Internet bond. Et puis la troisième chose qui plaît aux institutionnels, ben, c'est que Ethereum, désormais, est respectueux de l'environnement. Il est moins 99,8% énergivore. Donc ça devient, et parce que ça devient une blockchain qui est profitable, qui est rentable. Voilà pourquoi toutes les raisons font que Demerge et pourquoi il faut avoir de l'Ether et pourquoi je nous enverrai de plus en plus Avant, j'envoyais un trade sur 3, un trade sur 4 face à Ethereum. Maintenant, vous l'avez déjà remarqué, c'est un trade sur 2. Moi-même, à titre personnel, dans mon propre portefeuille, j'ai évidemment autant d'Ether que de Bitcoin, ce que je n'aurais jamais pu dire il y a encore un an en arrière. J'avais 80-20, 75-25 suivant la saisonnalité. Là, j'ai 50-50 pour toutes ces raisons-là. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner quelques éclaircissements. Vous avez vu là, c'est la semaine prochaine, elle est cruciale pour plein de raisons. Et puis, on reste connecté pour la suite et je vous souhaite un excellent dimanche.